Bonjour, je vous propose aujourd'hui une petite révision de notre pièce très célèbre intitulée Cyrano de Bergerac. Quelques petits points à rappeler au départ, ne pas faire d'erreur d'orthographe en ce qui concerne le nom. Edmond Rostand, vous avez des D partout, Edmond Rostand, ainsi que Cyrano de Bergerac. N'oubliez pas qu'il faut souligner les titres d'œuvre. Si vous ne soulignez pas, vous allez parler du personnage et non pas de l'œuvre elle-même. Alors, la date de parution, elle est de 1897. C'est une date intéressante puisque c'est la toute fin du 19e siècle et le début de ce qu'on va appeler la modernité en littérature. Voilà, donc je pense que ça c'est important à savoir d'emblée. La réception par le grand public, ça a été vraiment un triomphe. On a eu 30 minutes d'applaudissements le jour de la première représentation, et c'est un succès qui continue de nos jours avec de nombreuses adaptations, dont vous en connaissez au moins une, celle de Gérard Depardieu dans le rôle de Cyrano. À noter l'anxiété assez intéressante de Rostand, en ce qui concerne la première de la pièce, à cause de son ampleur. Pourquoi ? Parce qu'il a pensé vraiment que la pièce serait très difficile à jouer, il y avait 1600 vers, il y avait énormément de personnages secondaires, et pour lui, il a réfléchi, il s'est dit que ça allait être une entreprise vouée à l'échec. Il s'est même excusé auprès de ses acteurs principaux de les avoir entraînés dans cette galère. Alors maintenant parlons un petit peu du contexte. Le contexte social, le contexte politique, le contexte historique et même artistique de cette publication. Alors d'abord le contexte de la publication, c'est-à-dire du livre lui-même. À noter d'abord l'atmosphère de défaite en France qui règne depuis la fin de la guerre contre la Prusse en 1870. La France a perdu une partie du territoire, a perdu sa confiance en soi, est passée d'un régime de l'Empire avec Napoléon III à une république. Et donc on a ce sentiment très net de revanche et de nationalisme qui vont conduire évidemment à la guerre de 1914 et 1918, encore une fois contre les Allemands. Donc il faut bien comprendre cela pour, je crois, comprendre le thème de la guerre en particulier dans la pièce et le thème de la défaite par opposition au succès. Ensuite, le contexte de l'œuvre. Alors, le contexte de l'œuvre, vous savez que ça se passe pas au même siècle, et donc au XVIIe siècle, en 1640, pour les 4 premiers actes, et en 1655 pour le 5e. Donc, le contexte, c'est le siège d'Arras, c'est la guerre franco-espagnole, et puis c'est une victoire, mais qui est un peu difficile. Et donc, c'est important ici de voir que le thème de la victoire et le thème de la défaite sont liés dans le texte. Ensuite, 1655, c'est la régence de Mazarin, Louis XIV qui va arriver au pouvoir un petit peu après, en 1661, et donc le début de ce qu'on va appeler le grand siècle, le XVIIe siècle, qui est en fait l'apogée du pouvoir absolu en France. Alors maintenant, nous allons passer à quelques renseignements utiles d'ordre biographique, pour un petit peu comprendre pourquoi Edmond Rostand a écrit une telle œuvre. La première chose qu'il faut voir, c'est l'idée de famille aisée. Alors bien sûr, Edmond Rostand n'est pas dans une couche défavorisée de la population, et je crois que c'est pour ça que notamment il va utiliser un registre de langue assez soutenu, et puis aussi va mettre en valeur les classes sociales favorisées, comme la bourgeoisie, mais la bourgeoisie qui a de l'argent, l'aristocratie, voire les gens qui sont dans la cour du roi. Notez que le comte de Guiche est le neveu de Richelieu. En 1914, il va soutenir les soldats qui sont partis au front, contrairement à lui. Et donc là encore, on voit l'importance de la guerre pour lui, l'importance du nationalisme. Cyrano, en un certain sens, c'est une œuvre nationaliste. Il meurt de la grippe espagnole en 1918, malheureusement. On peut noter aussi qu'il a écrit L'Aiglon, un drame en 6 actes sur Napoléon II, donc le fils assez peu connu de Napoléon Ier. Et je trouve que ça, c'est intéressant parce que ça montre à la fois l'idée d'être un personnage politique important, mais en même temps d'obscurité, de quelqu'un qu'on va pas reconnaître en tant que tel, qui va rester un peu dans l'ombre. Et ça, je trouve que c'est Cyrano, d'une certaine façon. Il va connaître l'insuccès critique avec sa pièce qui s'intitule Chanteclair, un peu trop moderne pour le temps.
Alors maintenant, nous allons passer à quelque chose de plus simple, que vous connaissez bien, le nom des personnages principaux, le nom des personnages secondaires et leur rôle. N'oubliez pas l'orthographe. Hein. Roxane, c'est Madeleine Robin, c'est la cousine de Cyrano. Et je crois que ça, c'est assez intéressant de voir qu'elle s'appelle pas tellement Madeleine Robin de son vrai nom dans la pièce. Alors pourquoi? Il me semble que c'est parce qu'on veut éviter l'idée que c'est la cousine de Cyrano et que donc il va être amoureux de sa cousine. Pour l'éviter, cette idée, on utilise un pseudonyme qui est celui de Madeleine Robin. On a Christian de Neuvillette qui est donc un cadet, le comte de Guiche qui est le neveu de Richelieu, très important puisque ça montre les appuis qu'il a à la cour et le fait qu'il soit aussi puissant. Donc ce n'est pas à négliger. Cyrano de Bergerac, un cadet inspiré du vrai Cyrano. Ragueneau, qui est le bourgeois, un pâtissier de son état, qui est amoureux des belles lettres et défenseur des poètes, une sorte de sponsor, si vous voulez, de mécène de la poésie. On a les mousquetaires, et puis on a le bas peuple, qui est composé au théâtre, par exemple, des tire-laines, ces voleurs qui vont détrousser les gens pendant la pièce. On a toutes les personnes qui sont au parterre dans l'acte 1. Je vous rappelle qu'à l'époque, le parterre, ça n'était pas les places les plus chères, au contraire, c'était un endroit devant la scène où on se tenait debout. Et donc c'était les places les moins chères, avec les gens qui n'étaient pas aussi favorisés que d'autres, qui, eux, allaient dans les loges. Alors ensuite, un personnage important, sur lequel on ne s'est pas forcément attaché, c'est Montfleury. Lui, il représente un peu la mauvaise littérature, les mauvais acteurs, le mauvais théâtre. Hein, cette espèce d'institution littéraire sclérosée et dont l'Académie française serait un peu le symbole. On a après les amis qui sont importants, Lebré et Linière. Lebré, ami de Cyrano, qui malheureusement ne va pas arriver à empêcher un complot contre lui dans l'acte 5, qui va aboutir à la mort de Cyrano. Et puis Linière, qui est l'ami alcoolique de Cyrano, mais aussi de Christian, je me suis un peu trompée ici, qui fréquente des gens peu recommandables. Et donc Cyrano, si vous vous souvenez bien, il va le sauver d'une embuscade dans l'acte 1. On a un jeu de parallèles assez intéressant, je trouve. Entre le fâcheux et la faucheuse, Lebré et Linière, Cyrano et Christian, la plume et l'épée, l'esprit et le corps, etc., etc., l'essence et l'apparence. Pour le titre, vous avez compris que le titre est le nom du personnage lui-même. Vous pouvez utiliser ce beau mot de éponyme, c'est un titre éponyme, c'est-à-dire qui représente le personnage lui-même, qui a le même nom que lui. Au niveau du ton, c'est un mélange de plusieurs choses. La comédie, le drame et la tragédie, et c'est un bel exemple de ce qu'on aura appelé le drame romantique. Vous pouvez développer, vous avez beaucoup d'informations là-dessus. Au niveau de la structure, vous avez 5 actes qui représentent 5 lieux différents, et donc qui rompent complètement avec ce qu'on avait appelé l'unité de lieu. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc là, on a 5 lieux différents qui étaient assez difficiles à représenter à l'époque sur scène. Le théâtre, la pâtisserie, les appartements de Roxane, le front et le couvent. Parlons quelques minutes de l'effet de clôture. On a certains éléments intéressants qui apparaissent au début, donc ici dans l'exposition. N'oubliez pas d'utiliser les mots importants. Et puis, dans la fin, donc on va appeler ça le dénouement. Dans les deux cas, il y a un complot. Cyrano déjoue un complot contre Linière au début, et puis Lebré ne parvient pas à déjouer un complot contre Cyrano à la fin. Donc le complot. Ensuite, le fâcheux et la fâcheuse et la faucheuse, on l'avait longuement expliqué. De Guiche et Cyrano sont ennemis au début, c'est très intéressant, et à la fin, De Guiche avoue son admiration pour Cyrano et tente même de le protéger en mettant en garde Lebré en lui disant que des gens complotent contre lui. Malheureusement, il est trop tard. Et puis, donc voilà, donc les effets de clôture qui me semblent intéressants. Les caractéristiques stylistiques, l'auteur qui s'est identifié, vous allez faire ça tout seul. Et puis pour le message ultime du texte, j'ai trouvé des choses dont on avait déjà parlé. L'apparence, une petite faute, par opposition à l'essence. Bien sûr, la critique de la société, puisqu'on a beaucoup de couches sociales différentes dans ce texte. L'importance de la poésie, ça je ne le mettrai jamais assez en valeur. Je vais vous mettre un joli point rouge ici, j'espère pouvoir le faire. Regardez, l'importance de la poésie, de l'esprit, de la littérature. Très important puisque c'est une sorte de leitmotiv de toute l'œuvre. Le thème de l'honneur, le thème des valeurs morales, et puis aussi l'importance de l'amitié. Il me semble que c'est important puisque Christian et Cyrano sont amis et qu'on a aussi ces personnages de Linière, de Lebré qui me semblent assez
importantes dans la pièce. D'accord ? Alors maintenant, les citations. Ce podcast étant très long, je vais en faire un deuxième avec l'explication des citations. Merci et bonne journée.